Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Pour commencer, voici nos titres. Une journée historique, leurs crânes ayant retrouvé leur terre natale, le roi Touéj et ses chefs de guerre pourront reposer en paix, la population sakalave retrouve sa dignité et Madagascar retrouve ses héros de guerre. Un retour en force des délestages a été observé depuis quelques jours, se plaignent les abonnés de la Jirama. Les coupures durent plusieurs heures, allant jusqu'à 6 heures d'affilée dans une journée, ce qui pénalise les activités génératrices de revenus de la population. Les ports malagasy, véritable porte d'entrée du commerce extérieur, se préparent à une grande transformation. La douane veut en faire des plateformes modernes, rapides et sécurisées. Et pour terminer, Vladimir Poutine a prévenu que n'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une cible légitime pour l'armée russe au lendemain d'une réunion à Paris consacrée aux garanties de sécurité dans le cadre d'un hypothétique cessez-le-feu. Une journée historique, leurs crânes ayant retrouvé leur terre natale, le roi Touéj et ses chefs de guerre pourront reposer en paix, la population sakalave retrouve sa dignité et Madagascar retrouve ses héros de guerre. Anjadzuil, président de la République, a honoré sa parole, celle de rendre à leurs descendants respectifs les crânes du roi Touéj et de ses 2 chefs de guerre. Le numéro 1 de la République de Madagascar a été présent lors de la remise de ces reliques. Le vice-président du Sénat, Nicolas Jabemananzar, a honoré de sa présence lors de la cérémonie de remise du crâne du roi Touéj. Il a également assisté à l'inauguration du tribunal de première instance et à celle de la nouvelle prison de Bel par le président Jadzuil. Reportage de Ftiavanadoni sur les images de Yves Rassat et Ismaël Anji-Anzafnain. 5 septembre 2025, une date qui entrera à jamais dans l'histoire de Madagascar. L'un des plus vaillants parmi les rois qui avaient osé s'opposer aux colonisateurs repose enfin en paix. Et cela après 128 ans de douloureuses attentes. Aujourd'hui, la peine de la famille du roi Touér a été remplacée par de l'euphorie. Les larmes ont séché car Dadlaïbé Touér est enfin revenu au pays. C'est le président Radzouil qui a réussi à ramener au pays ses reliques, emporté comme trophée de guerre au temps de la colonisation, ce jour vêtu de lambawan et les pieds nus, dans le respect total de la tradition sakalave du Ménabé lors d'une grande cérémonie, Radzouil avait remis les crânes du roi Touér et de ses chefs de guerre à leurs descendants respectifs. En ce jour, en mon nom personnel, au nom de l'État malagasy et au nom du peuple malagasy, je remets officiellement la crâne de votre Dadlaïbé et de Dadlaï Touér à toute la population de Ménabé et à l'ethnie sakalave. Le roi Touér qui fut enlevé de force à notre patrie et qui est maintenant retourné au pays après 128 ans, selon le chef de l'État. La remise de ces reliques a été effectuée en présence des descendants du roi, de la population de Sakalave, de la région Ménabé et des autorités. Parmi eux, Nicolas Jabemananzar, vice-président chargé du Triangle Sud. Comme le veut le protocole, Nicolas Jabemananzar était même aux côtés du président de la République lors de la cérémonie d'inauguration du tribunal de première instance de Bel. Pour officialiser encore plus cette journée, Radzouil s'était même rendu au site de Zumba, ou Tombo, où il a encensé le courage du roi Touér. En effet, les martyrs qui ont lutté contre les colons ne sont pas seulement ceux connus de l'histoire, a souligné le président. Le roi Touér fait partie des héros de la nation qui incarnent la loyauté, le courage et le patriotisme. Le retour des crânes à Bel-sur-Tirbine procure une joie incommensurable pour la population sakalave et redonne la dignité à tout un peuple et tout un pays. Nous retrouvons notre dignité, la population sakalave retrouve sa dignité et tous les descendants du roi Touér retrouvent leur dignité. Selon Radzouil, ce dernier a invité tout un chacun à être descendant digne du sacrifice de notre ancêtre et de nos ancêtres en faisant de nos mieux pour le développement de notre pays. À part la cérémonie de remise des crânes, le président Radzouil avait également inauguré plusieurs infrastructures de développement dans le district de Bel-sur-Tirbine et de Murundav. Le district de Bel a été doté de son tribunal de première instance et de sa nouvelle prison. Radzouil s'était rendu à Murundav aujourd'hui même pour l'inauguration officielle de la zone de défense et de sécurité de Tirbine et a clôturé sa journée avec une action sociale en faveur de 5200 foyers.
Un retour en force des délestages a été observé depuis quelques jours, se plaignent les abonnés de la Jirama. Les coupures durent plusieurs heures, allant jusqu'à 6 heures d'affilée dans une journée, ce qui pénalise les activités génératrices de revenus de la population. D'après les explications, même les horaires de coupure fixés par la Jirama ne sont plus respectés, car les coupures peuvent survenir à toute heure du jour ou de la nuit. Les abonnés de la Jirama lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour trouver des solutions dans la mesure où la majorité de la population malagasy exerce une activité libérale. Reportage de Mamtina Andjemloun et Fetch Andjemananzar. Bien que ce salon de coiffure Sisangat Maoka reste ouverte toute la journée, c'est à peine si la boutique peut assurer la prise en charge d'un client, d'après le responsable. En effet, le délestage chamboule leur activité, car malgré que la Jirama publie quotidiennement un programme des délestages, ce dernier n'est nullement respecté. Les coupures peuvent survenir à toute heure alors que le salon programme déjà les rendez-vous pour les clientes en fonction du calendrier des coupures de la Jirama. À cela s'ajoutent les coupures qui peuvent durer des heures, dépassant les 2 heures annoncées par la Jirama. Pour la journée d'hier, l'électricité a été coupée pendant 6 heures d'affilée, s'est plaint ce responsable de salon de coiffure. Il a également été constaté que la durée des coupures prévisionnelles a augmenté, contrairement au planning publié par la Jirama. De 2 heures auparavant, les coupures prévisionnelles durent maintenant 4 heures. Situation qui a un impact conséquent sur leur activité, étant donné que le salon doit déjà s'acquitter de charges mensuelles fixes. À cause du délestage, la boutique rencontre des difficultés financières. Actuellement, ayant déjà réduit l'effectif de son personnel fixe, le salon n'a recours au renfort que lorsque c'est nécessaire. Pour cette mère de famille qui exerce un travail libéral, ses activités ne cessent de se dégrader, s'est-elle plainte. Elle n'arrive plus à honorer les commandes à cause du délestage persistant. Sa famille a du mal à honorer les besoins des enfants en cette période de rentrée des classes car elle a vu ses revenus diminuer fortement, a-t-elle avoué. À ce rythme, elle pourrait perdre tous les clients et donc devenir chômeur si le délestage continue encore. Aussi, les abonnés de la Jirama lancent un appel aux autorités compétentes pour qu'elles trouvent des solutions urgentes à la situation. Le délestage nuit à la vie quotidienne de la population, surtout les activités génératrices de revenus, sans parler de l'insécurité grandissante générée par l'absence d'électricité. Des mesures doivent être trouvées par les responsables avec la nouvelle année scolaire qui va débuter ce lundi 8 septembre, une période charnière pendant laquelle sont effectuées les révisions. Les ports malagasy, véritable porte d'entrée du commerce extérieur, se préparent à une grande transformation. La douane veut en faire des plateformes modernes, rapides et sécurisées. Un diagnostic inédit vient de passer aux cibles 9 ports stratégiques du pays. Quels défis et quelles perspectives pour l'avenir? Élément de réponse dans ce reportage de Abraham Razafi. Le secteur portuaire, véritable pilier du commerce extérieur malagasy, reste freiné par des lenteurs administratives, un manque d'harmonisation et des infrastructures vieillissantes. Pour y remédier, la Direction générale des douanes lance un vaste projet de normalisation avec l'appui de la Banque africaine de développement, l'UNOPS, et du gouvernement malagasy. Au cours des mois de juillet et d'août 2025, une équipe de consultants nationaux et internationaux a mené un diagnostic sur 9 ports majeurs du pays. Ansarana Navoimar, Samba, Vantalai, Nusibe, Mazang, Thomas, Natuliar et Tolanyar. Entre visites de terrain, entretien et analyse, ils ont dressé un état des lieux précis des forces et faiblesses des systèmes portuaires. Les résultats ont été présentés ce vendredi 5 septembre. L'étude révèle que la douane malagasy est globalement en ligne avec les standards internationaux, mais des marges d'amélioration existent. Chaque port a ses défis, congestion à Thomas, une procédure encore trop peu dématérialisée à Ansaran et Tuliar, ou encore envasement des infrastructures à Mazang. Au-delà des ports, le rapport met en lumière la vulnérabilité des frontières. De larges zones non surveillées favorisent encore les trafics illicites. La douane veut donc renforcer la sécurisation de ces espaces sensibles. Ce diagnostic constitue la première étape d'une réforme ambitieuse. L'objectif est double, fluidifier les échanges pour accroître la compétitivité internationale et assurer une meilleure maîtrise des frontières de Madagascar. La modernisation du secteur portuaire devrait réduire les coûts,
accélérer les opérations et garantir une plus grande transparence. Une étape cruciale pour positionner Madagascar comme une plateforme logistique incontournable de l'océan Indien. La ministre de l'Économie et des Finances, Rind Asmbel Rabarnirnarson, était également présent à cette présentation de rapport. La présidence de la SADC, assurée par le président de la République malagasy, représente une opportunité significative pour Madagascar, notamment dans le domaine des exportations. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le commerce constitue en effet un pilier majeur de la SADC, favorisant ainsi la promotion des exportations vers les pays membres de l'organisation, selon les dires du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Reportage de Elisa Irman. Nous devons tirer pleinement parti de la présidence de Madagascar à la tête de la SADC pour faire connaître davantage les produits malagasy, et déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le commerce étant l'un des axes majeurs de coopération au sein de la SADC, de nombreux pays membres sont potentiellement à la recherche de produits de Madagascar, souligne le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La présidence de la SADC par le président actuel constitue un avantage stratégique pour le pays, en particulier dans le domaine des exportations. Parmi les pays membres de la SADC, le Botswana se distingue notamment par la qualité de son système de chaîne de valeur. Dans l'élevage bovin, cette gestion efficace constitue une référence, ouvre la voie à des échanges d'expériences bénéfiques. Avec Madagascar, a poursuivi le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Tous les regards des pays membres de la SADC sont tournés vers Madagascar, ce qui constitue une opportunité de mise en valeur des produits malagasy, notamment grâce à la Foire internationale de l'agriculture. Cet événement a permis aux différents acteurs de secteurs agricoles, que ce soit les producteurs, entrepreneurs ou commerçants, de se rencontrer et d'échanger. Parmi les politiques mises en œuvre par l'État figure la structuration des agriculteurs en groupement afin de faciliter leur mise en relation avec les acheteurs, a enfin rappelé le ministre. Passons maintenant à l'actualité internationale. Vladimir Poutine a prévenu que n'importe quelle force occidentale en Ukraine sera une cible légitime pour l'armée russe au lendemain d'une réunion à Paris consacrée aux garanties de sécurité dans le cadre d'un hypothétique cessez-le-feu. Le président russe a appelé à ce que personne ne doute que la Russie respecte pleinement de futures garanties de sécurité pour l'Ukraine. Reportage de France 24. Je prendrai une décision dans un sens ou dans l'autre, quelle que soit cette décision. Une absence de clarté décidément tenace chez celui qui se targuait en janvier dernier de pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en 100 jours. Donald Trump ne s'est toujours pas définitivement engagé à apporter de garanties de sécurité dans le cadre d'un potentiel cessez-le-feu. Les 26 pays qui, eux, ont donné ces garanties ce jeudi à Paris font mine d'y croire. Les États-Unis d'Amérique ont été très clairs sur leur soutien et leur volonté de faire partie des garanties de sécurité. Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet. Ça a été dit, y compris publiquement par le président Trump. Lors d'un appel aux dirigeants réunis à l'Élysée, le président américain s'est contenté de leur demander deux choses. Faire pression sur le plan économique sur la Chine à cause de son soutien à l'effort de guerre russe et cesser d'acheter du pétrole russe. Cette dernière exigence a été relayée par Volodymyr Zelensky. Le président Trump est très mécontent que du pétrole russe soit acheté par l'Europe, notamment par deux pays. Nous savons qu'il s'agit de la Hongrie et de la Slovaquie. Zelensky affirme également avoir évoqué avec Trump des sanctions contre Moscou et la protection du ciel ukrainien. Depuis sa visite catastrophique dans le bureau ovale en février dernier, le président ukrainien a bien compris qu'il fallait saisir chaque signe de la Maison-Blanche allant dans son sens. Car l'été qui vient de s'écouler a montré combien le président américain souffle le chaud et le froid dans ce dossier. Reprise des livraisons d'armes à l'Ukraine en juillet, rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska le 15 août, faisant à nouveau craindre un alignement des États-Unis sur les positions russes, avant 3 jours plus tard de recevoir à Washington le chef d'État ukrainien et ses alliés européens, redonnant l'espoir d'un front commun face à Moscou. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version en malagasy.